générale des assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Les reins, acteurs du système urinaire, sont des filtres intelligents qui éliminent les déchets du sang qui deviendraient toxiques s'ils devaient s'accumuler dans le corps. L'eau et les reins agissent en symbiose. L'eau permet aux reins de diluer les déchets pour les éliminer sous la forme d'urine. Les reins régulent les quantités d'eau dans l'organisme. L'eau est le principal constituant de notre corps. Elle représente 60% de son poids et est indispensable à notre organisme. La teneur en eau des différents tissus humains répond à un équilibre hydrique. Ce sont les reins qui permettent à l'organisme de maintenir la quantité d'eau qui lui est nécessaire en équilibrant les entrées et les sorties. Les reins sont là pour filtrer l'eau et la réabsorber. Chaque minute, 600 ml d'eau parviennent dans les reins et 20% sont filtrés. 99% de ce filtrat est réabsorbé. Le 1% restant correspond, lui, à la quantité d'urine émise par 24 heures, soit 1,5 à 2 litres. La nourriture a également un effet sur les reins. Les reins dont les rôles vont de l'élimination des déchets à la régulation de la température ou de la tension artérielle. La santé rénale ne fait pas exception à cette règle d'or de la prévention. Avoir une bonne hygiène de vie, notamment une alimentation saine et équilibrée, d'où le thème de cette journée du rein célébrée ce 13 mars 2025 autour du thème « Vos reins vont-ils bien ?» détecter tôt pour protéger la santé rénale. Et pour en savoir davantage, je reçois pour vous sur ce plateau Dr Olivia Marie-Angèle Awa-Ouedraogo. Elle est médecin de santé publique. Elle est également la directrice de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles. Professeur Gérard Koulibaly, professeur titulaire de néphrologie de l'UFR-SDS de l'Université Joseph Kizerbo. Professeur Koulibaly est le chef de service de néphrologie et hémodialyse du CHU Algado-Ouedraogo. Il est également le président de la SOBUNEF, la Société burkinabé de néphrologie. Docteur Yeremade Juste Bonzi, il est maître assistant à l'UFR-SDS de l'Université Joseph Kizerbo. Docteur Bonzi est également le chef d'unité de néphrologie clinique au CHU Algado-Ouedraogo. Monsieur Urbain Kaboré. Monsieur Kaboré est le secrétaire général de la section Aboudi, Association burkinabé des dialysés insuffisants rénaux du CHU Yalgado-Ouedraogo. Il est également le secrétaire à l'information et à la communication du Bureau national de l'Aboudi. Il est également journaliste à Sidoaya. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur et bienvenue sur ce plateau. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Professeur Koulibaly, quelles peuvent être les conséquences d'une maladie rénale? Alors, avant de parler des conséquences d'une maladie rénale, il faut d'abord savoir ce que fait le rein. Donc, la fonction du rein, donc, comme vous le savez, donc, le rein c'est un organe pair. Donc, on a chacun de nous 2 reins. Il y a 3 grandes fonctions. Il y a la fonction d'épuration. Le rein élimine les déchets, donc soit les déchets fabriqués par l'organisme lui-même ou les déchets ingérés d'une manière ou d'une autre. La deuxième grande fonction, c'est la fonction de la stabilité du milieu intérieur, vous l'avez dit tantôt. Et le rein régule donc le volume en eau. Et donc il élimine l'excès d'eau, donc il fait de sorte qu'on n'a pas trop de sel, ni trop peu de sel. Et il fait également en sorte que le sang n'est ni trop acide, ni trop alcalin. Donc il régule tout ça. Et il y a d'autres éléments de régulation qui entrent en ligne de compte. Et le rein, c'est un organe qui produit des hormones. Et certaines hormones, et je vais citer quelques-unes. Il y a ce qu'on appelle l'érythropoïétine. C'est une hormone qui va au niveau de la moelle osseuse, au milieu
centre de l'os là, donc pour stimuler la production des globules rouges. Donc ça fait que bon, on a du sang. Et il y a une autre hormone qui est activée au niveau du rein, c'est ce qu'on appelle la vitamine D. Au niveau du rein, donc la vitamine D devient active, ce qu'on appelle la vitamine D3. Et cette vitamine D3 va permettre donc à l'intestin grêle donc d'absorber, faciliter l'absorption du calcium au niveau de l'intestin grêle. Et il y a une autre hormone qu'on appelle la rénine qui est produite par le rein et qui régule donc la pression artérielle. Donc il y a d'autres hormones qui sont produites ou activées au niveau du rein, mais les principales c'est ça. Alors lorsque le rein, pour une raison ou une autre, donc, est altéré donc, dans ses fonctions, donc vous voyez que la fonction d'épuration, si elle est altérée, ben, on ne va pas éliminer les déchets. Les déchets vont s'accumuler dans l'organisme et cela va ressembler à un tableau d'empoisonnement. Et également, vous avez vu que le rein régule l'eau et tout. Et si le rein n'arrive plus à éliminer l'excès de l'eau dont on n'a pas besoin au niveau de l'organisme, ça va s'accumuler. Et donc, on peut avoir donc, des pieds qui gonflent et tout. Et vous avez, si on prend la fonction hormonale, la fonction de production d'hormones, si le rein donc, est altéré d'une manière ou d'une autre, il ne pourra pas produire donc, suffisamment les hormones que j'ai citées, et je donne l'exemple par exemple de l'érythropoïétine, et lorsque la production d'érythropoïétine diminue, ben, on n'aura pas assez de globules rouges et c'est des patients qui seront anémiés, ils vont manquer de sang à un moment donné. Qu'est-ce qu'une insuffisance rénale? Alors, l'insuffisance rénale, c'est lorsque justement ces fonctions sont perturbées, et quand on parle d'insuffisance rénale, on voit déjà en premier la fonction d'épuration, donc qui fait que bon, les déchets ne sont plus éliminés, ils vont être stockés dans l'organisme et puis empoisonner l'organisme au fil du temps. Alors il faut savoir qu'il y a deux types d'insuffisance rénale. Il y a l'insuffisance rénale aiguë et vous avez l'insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale aiguë, c'est généralement, on sait à quel moment les choses ont commencé. Et ça va très vite, et le rein dysfonctionne, les déchets sont accumulés, mais la chance qu'on a avec ce type d'insuffisance rénale aiguë, c'est que c'est réversible. Donc dans la plupart des cas, avec une prise en charge précoce et appropriée, donc on peut avoir une réversibilité de cette insuffisance rénale. Bon, malheureusement, dans certains cas, malgré la très bonne prise en charge et toute la précocité, il y a certaines formes qui ne régressent pas et qui vont perdurer donc, dans la vie. Et l'insuffisance rénale chronique, donc c'est ça qui devient l'insuffisance rénale chronique, c'est les formes donc, d'insuffisance rénale, une fois qu'elles sont installées, et elles ne font que progresser. C'est-à-dire qu'on ne peut plus revenir en arrière. Il faut que les gens le sachent. Et quand on a cette forme d'insuffisance rénale, il n'y a pas ce médicament à nos jours donc, capable d'inverser cette progression. On peut ralentir, mais on ne peut pas donc, on peut pas guérir de l'insuffisance rénale chronique. Donc l'insuffisance rénale aiguë a un potentiel de réversibilité. Et l'insuffisance rénale chronique, c'est irréversible. Quelle est l'ampleur de la maladie rénale chronique, Dr Ouedraogo? Nous avons une prévalence mondiale d'à peu près 10%. 10% concernés. Et au niveau de l'Afrique subsaharienne, on a une prévalence de l'Afrique subsaharienne d'environ 12 à 16%. Et au Burkina Faso, selon les données de l'annuaire statistique, nous avons, au cours de l'année 2023, nous avons eu 5774 cas d'insuffisance rénale chronique, avec malheureusement 725 décès. Et malheureusement également, l'insuffisance rénale chronique représente la 9e cause de décès parmi les 10 premières causes de décès au niveau du Burkina Faso. Est-ce que cette maladie concerne uniquement une couche sociale, une classe d'âge donnée, professeur Koulibaly? Oui, peut-être qu'il faut qu'on dise aux téléspectateurs ce que c'est qu'une maladie rénale chronique. Voilà, parce qu'on a parlé de l'insuffisance rénale chronique, ce n'est pas, c'est une composante donc, de la maladie rénale chronique. La maladie rénale chronique, donc, c'est cette maladie donc, qui atteint le rein et qui fait que le rein donc, a un marqueur donc, de souffrance depuis au moins 3 mois. Donc ça peut être soit parce que le taux de déchets est très élevé ou parce que bon, dans sa texture même, il y a
donc un problème, des cicatrices, ou alors donc dans le fonctionnement de ces micro-éléments, donc il y a un dysfonctionnement. Donc, et ça c'est depuis 3 mois et ça ne régresse pas, donc c'est irréversible. Donc c'est cette maladie rénale chronique à un stade donné, parce qu'il y a 5 stades, et c'est à partir du stade 3 qu'on peut parler donc que l'insuffisance rénale chronique, on peut dire apparaît. Voilà. Sinon, on peut avoir une maladie rénale chronique sans insuffisance rénale chronique, à partir du stade 3. Et le stade 5, c'est le stade où le rein est pratiquement donc inexistant sur le plan fonctionnel. Alors, cette maladie rénale chronique concerne tout le monde. Donc, les enfants, les jeunes, les vieux, les sujets âgés, et tout le monde est concerné. Il n'y a pas de classe sociale donc, également qui est concernée. Et donc, il faut que tout le monde vraiment s'y mette pour combattre cette affection. Docteur Bonzi, comment peut se manifester une maladie rénale chronique? Merci. La maladie rénale chronique au stade de début est habituellement asymptomatique. Habituellement, il n'y a pas de symptômes et je crois que c'est là le piège. Soit la personne n'est pas diagnostiquée à temps, ou pour certaines personnes, étant donné que la maladie est asymptomatique et dans notre conception culturelle, la maladie apparemment égale la douleur. Étant donné qu'il n'y a pas de douleur et qu'il n'y a aucun signe physique apparent, généralement certains patients arrêtent leur suivi parce qu'ils se disent qu'ils n'ont rien. Donc en raison de ce caractère asymptomatique, les patients sont souvent vus au stade tardif. Et à ce stade tardif, effectivement, un certain nombre de symptômes peuvent apparaître. C'est notamment les œdèmes. Ce sont des gonflements des paupières et du visage le matin habituellement, et dans la journée, des gonflements au niveau des pieds. Et à l'extrême, ça peut être un gonflement généralisé du corps. Et souvent, là aussi, il y a un piège. Culturellement, on dirait que nous avons l'habitude de recevoir certains patients pour qui les œdèmes sont considérés comme si la personne avait été... Le vent a touché la personne. Et on considère ces œdèmes soit comme un empoisonnement, et tout ça, c'est des facteurs de retard de diagnostic et de prise en charge. Après les œdèmes, il y a l'anémie. Généralement, c'est des patients qui vont consulter plusieurs fois parce qu'ils ont une anémie, ils sont fatigués, ils disent qu'ils ont un manque d'énergie. Et ce sont des patients qui sont souvent transfusés plusieurs fois et avant qu'on ne sache qu'ils ont une insuffisance rénale. Ensuite, vous avez l'hypertension artérielle. Ces patients, avec l'évolution de la maladie rénale chronique, l'hypertension artérielle peut apparaître et souvent ils sont considérés comme des personnes hypertendues, et lorsqu'un bilan minimum n'est pas fait, on se retrouve, ça conduit à un retard de diagnostic. Vous avez également, dans certaines situations, des personnes qui peuvent avoir des urines sanguinolentes, qu'on appelle une hématurie, une présence de sang dans les urines. Et ce sont des patients qui peuvent effectivement signaler ou constater une réduction du volume des urines. Également, vous avez des nausées, des vomissements. Il faut savoir, de façon globale, les symptômes liés à la maladie rénale chronique, la plupart du temps sont des symptômes qui ne sont pas très spécifiques. Et c'est le diagnostic biologique et tout qui permet effectivement de situer la maladie rénale et savoir qu'elle est vraiment chronique et situer le stade selon les 5 stades de sévérité dont a parlé tantôt le professeur Koulibaly. Au Burkina Faso, il est difficile d'avoir des chiffres sur le nombre de malades souffrant de maladies rénales. Mais une chose est sûre, des cas sont de plus en plus enregistrés dans les formations sanitaires du pays. Les maladies rénales sont dues à des dysfonctionnements des reins, ces organes qui ont la charge de purifier le sang dans l'organisme. Malheureusement, pour la plupart des patients, la dialyse s'avère être la solution. Lassina Ouattara et Lambert Soma pour le reportage. Depuis 5 ans, ce patient est diagnostiqué souffrant d'une maladie rénale, l'obligeant à se faire dialyser. Pendant longtemps, il ignorait son statut. Ça a commencé comme un palu. J'avais des maux de rein, des maux de tête. Et après, c'est le vomissement qui est venu. Quand je vomissais, c'était du sang. J'ai fait au moins 2 mois à la maison. Cette patiente est aussi une habituée de la salle d'hémodialyse du centre hospitalier universitaire de Bogodougou. Ici, la grande majorité ignorait qu'il souffrait d'une maladie rénale. J'étais ancienne
Le grossesse, la sont gâtée 6 mois. Quand la grossesse l'a gâtée seulement là, ils ont suivi ça. Ils ont dit qu'il y a un problème de rein qui est. Donc, on a commencé le traitement à l'hôpital Blaise Compaoré. Après, on nous a amenés ici. Tous ces patients sont pris en charge au service de néphrologie, qui est une spécialité qui vise à prévenir, à diagnostiquer et à prendre en charge tout ce qui concerne les maladies du rein, mesurant 10 à 12 cm de longueur, 5 à 7 cm de largeur et 3 cm d'épaisseur. Le rein humain est de couleur rouge-brun et pèse 120 à 150 grammes. Chaque rein contient 1 million de néphrons qui ne se régénèrent pas lorsqu'ils sont endommagés ou perdus. Le néphron est responsable de la filtration du sang et de la production d'urine. Le rein est irrigué par l'artère rénale et l'artère rénale va se subdiviser au niveau du rein en plusieurs petites parties. L'unité fonctionnelle du rein, c'est le néphron. C'est de là que la spécialité tire son nom, la néphrologie. Il y a 2 principales parties. On a le glomérule, voici le glomérule, et le tubule. Chaque jour, les reins filtrent 180 litres de sang, soit une moyenne de 120 millilitres par minute. En fonction du niveau de dégradation et d'endommagement des néphrons, les maladies rénales qui surviennent sont classées en 5 grands stades. Le stade 1, le débit de filtration glomérulaire est supérieur à 90 millilitres par minute. Au niveau du stade 2, le débit de filtration est compris entre 60 et 89 millilitres par minute. Au niveau du stade 3, le débit de filtration glomérulaire est compris entre 60 et 30 millilitres par minute. Au niveau du stade 4, le débit de filtration glomérulaire est compris entre 30 et 15 millilitres par minute. Et on a le stade terminal, qui est le stade 5. En ce moment, le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 15 millilitres par minute. Pour les spécialistes de la santé, diagnostiqués de façon précoce, les maladies rénales peuvent être prises en charge sans grand dommage pour les patients. Le soutien moral entre nouveaux et anciens malades est de mise. C'est pourquoi ceux-ci invitent à plus de vigilance. Ceux qui sont bien portants, s'il y a un mal qui commence, il faut vite partir à l'hôpital. Je peux dire que si j'étais parti à l'hôpital le plus vite, ça n'allait pas m'arriver. C'est parce que j'ai traîné à la maison, c'est à cause de ça que ce mal-là m'est arrivé. Si quelqu'un a le même problème et puis la personne réfléchit beaucoup, nous on donne le conseil, on a dit que ça va aller quoi. On cause, on rit, on donne tout à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a amené la maladie là. Donc je sais que Dieu aussi va nous donner la santé. Selon les chiffres du Centre national de recherche scientifique et technologique, Institut de recherche en sciences de la santé, l'indice brut des insuffisances rénales chroniques a augmenté, passant de 0,088% en 2013 à 0,400% en 2022. Toute chose qui montre que les maladies rénales prennent de l'ampleur dans notre pays et qu'il faut des mesures fortes pour la prise en charge des malades. Professeur Koulibaly, quels sont les sujets à risque de la maladie rénale ? Les sujets à risque de la maladie rénale chronique, je veux dire, donc parce qu'il y a la maladie rénale, la maladie rénale chronique, vous avez les sujets âgés, ceux qui ont plus de 65 ans, et des sujets qui ont une hypertension artérielle, des sujets diabétiques, des sujets qui ont donc certaines des maladies cardiovasculaires, d'insuffisance cardiaque. Et il y a des sujets qui ont des antécédents familiaux donc, de maladies rénales, avec une insuffisance rénale chronique donc, qui apparaît. Et vous avez certains, du fait de leur profession, et donc sont également exposés, des sujets à risque. Et je donne un exemple qui fait quand même un peu du fureur. Et je le dis parce que c'est dans le domaine de l'orpaillage. Et nous recevons pas mal de patients. On n'a pas la certitude parce qu'on n'a pas pu faire des examens, voir les études comme il se doit. Mais ce sont des personnes, je veux parler de l'orpaillage traditionnel tel que c'est fait. Ils utilisent donc le mercure et le cyanure pour extraire l'or. Et c'est utilisé dans des conditions vraiment pas du tout recommandées. Et ça pollue le sol et tout. Et eux-mêmes, donc, ils s'intoxiquent au long cours. Et donc, cela peut finir donc, par une maladie rénale. Et je ne parle même pas des maladies respiratoires, des maladies neurologiques, donc liées donc, à l'exposition à ces toxiques-là.
Voilà bon, quelques exemples de sujets à risque. Il y a ceux qui ont certaines maladies infectieuses, l'infection à VIH et tout. Vous avez certaines maladies qu'on dit systémiques, c'est les maladies au cours desquelles les patients développent ce qu'on appelle des anticorps contre leurs propres organes. Donc toutes ces personnes sont des personnes à risque. Docteur Ouedraogo, par rapport au sujet à risque. Je pense que le diabète et l'hypertension artérielle représentent plus de la moitié des cas. Et donc si on arrive à faire une grande prévention, je pense qu'on pourra lutter contre ces maladies rénales chroniques. L'autre aspect aussi, c'est l'automédication, parce que beaucoup de gens prennent des médicaments qui sont néphrotoxiques, et lorsqu'il y a l'automédication, on peut avoir des soucis. On a également, la consommation des médicaments traditionnels. C'est vrai que le ministère fait la promotion des médicaments traditionnels avec la direction de la médecine traditionnelle et alternative, mais il est important que les patients ou la population sache raison garder et pouvoir utiliser des quantités de médicaments qui ne sont pas néphrotoxiques et qui peuvent conduire à l'insuffisance rénale. Il y a d'autres aspects également comme le tabac, l'alcool, qui vont être responsables également de cette maladie rénale chronique du fait justement de son action sur la pression artérielle. Monsieur Kabouri, vous êtes le secrétaire général de l'association burkinabé des dialysés et insuffisants rénaux. Est-ce que vous pouvez nous dire comment votre maladie a été découverte? Voilà, je suis secrétaire général pour la section de Yalgadou et secrétaire à l'information pour le Bureau national. En fait, c'est après coup que je me suis rendu compte que ça me donnait des alertes depuis un certain moment. La nuit, j'avais régulièrement des crampes aux membres inférieurs. Je sortais pour me soulager, faire les urines plusieurs fois la nuit. Bon, quand j'ai commencé à en parler, on m'a dit que certainement ça doit être une carence en calcium. Et donc on m'a prescrit des suppléments en calcium. Donc je prenais, mais malgré tout, mon état de santé ne s'améliorait pas. Et c'est une nuit que je suis rentré. Et là, vraiment, c'est venu du coup. Et quand c'est venu, on est parti au CHR de Dori parce que j'étais là-bas. J'étais directeur régional de la communication. C'est venu, comment ça, du coup? Oui, vous êtes senti très mal? Oui, je suis allé pour me soulager aux toilettes. Et au lieu de me soulager, j'ai plutôt vomi. Et j'ai vomi des gros caillots de sang. Et donc, mon épouse qui était à côté m'a amené au CHR de Dori. Bon. Visiblement, l'infirmier qui était là-bas, je ne sais pas s'il connaissait la maladie rénale ou pas, mais quand il a pris les constances, il a dit non, que ça va, et pourtant ça va. Donc, au bout de 30 minutes, il nous a libérés. Bon, on est reparti à la maison. Mais une heure après, ça n'allait toujours pas. Et il a fallu que madame se résolve avec moi à ce qu'on prenne la route de Ouaga. Et on a pris la route de Ouaga. On a quitté vers 4 heures du matin, et on est arrivé à Ouaga autour de 8 heures. Mais bon, d'après ce qui m'a été dit après, c'est que quand on m'a sorti de la voiture, j'ai sombré dans le coma. Et c'est comme ça. Et quand on a fait les examens, notamment la créate, j'étais à 3268. Je me rappelle bien ces chiffres-là. 3268. On m'a dit, mais en principe, quelqu'un même qui a 700, mine de rien, il fait déjà un coma. Mais moi, j'étais pratiquement sur pied. Et les normes, c'est combien? Et pour les hommes, je crois que ça se limite à 100 et quelques. Pas plus de 120. Pas 120. Ça dépend de laboratoire. Voilà. Donc, et moi, j'étais à 3268. Donc, c'était trop. Tout à fait. Et bon, petit à petit, quand ça a été détecté, on m'a mis sous traitement. C'était en janvier 2019. Sous traitement pendant une dizaine de mois. Mais au bout de la dizaine de mois, on s'est rendu compte que mon état de santé ne s'améliorait pas. Et il a fallu se résoudre à basculer à un traitement de suppléance, notamment l'hémodialyse, et que j'ai dû commencer le 26 octobre 2019 à Yalgado. Et pour 3 séances d'abord, mais faute de place, il a fallu aller sur Bobo pendant 6 mois avant de revenir trouver la place encore à Ouaga.
Voilà. Docteur Bonzi, comment peut-on dépister une maladie rénale chronique? Alors, pour dépister la maladie rénale chronique, il faut dans un premier temps rechercher ce qu'on appelle les marqueurs d'atteinte rénale. Et ces marqueurs d'atteinte rénale peuvent être recherchés dans les urines. C'est notamment rechercher la présence d'albumine dans les urines ou la présence d'éléments figurés du sang tels que les globules rouges ou les globules blancs. Puis, on peut également chercher une diminution de la fonction rénale qui se fait par le dosage de la créatininémie dont a parlé tantôt M. Kabouré. Et une fois qu'on a cette créatininémie, on doit estimer ce qu'on appelle le débit de filtration glomérulaire, lequel débit donne une idée sur les réserves d'unités fonctionnelles du rein qui sont les néphrons. À titre d'exemple, le professeur Koulibaly parlait tantôt des 5 stades de la maladie rénale chronique. Lorsque vous vous retrouvez à un débit de filtration glomérulaire qui est estimé à 15, ça veut dire que les reins ont perdu 85% de leurs réserves fonctionnelles. Donc ça déjà, c'est la première étape. Et en fonction des malades, on peut être amené à faire une échographie en fonction de l'histoire du malade pour rechercher des anomalies structurales telles que des kystes, telles que une dilatation des cavités des reins, etc., etc. Mais la clé déjà, c'est de rechercher les marqueurs d'atteinte rénale et des éléments en faveur d'une diminution de la fonction rénale. Est-ce que les outils de dépistage sont disponibles, accessibles? Toujours avec le Dr Bonzi. Alors, les outils de dépistage pour l'albuminurie, la recherche d'albumine dans les urines, pour la recherche d'éléments figurés dans les urines, on peut succéder des bandelettes urinaires qui sont quand même des outils qui sont disponibles. Le dosage de la créatininémie aussi est disponible dans la plupart des laboratoires, même si, par ailleurs, il faut dire que, il y a des techniques quand même qui constituent des standards vers lesquels tout le monde devrait tendre pour permettre effectivement plus de précision dans l'estimation des débits de filtration glomérulaire, ce qui n'est pas encore le cas chez nous. Mais on peut faire avec ce que nous avons. Docteur Ouedraogo, est-ce que les outils de dépistage sont disponibles et accessibles sur toute l'étendue du territoire burkinabé? Oui, je dirais oui et non. Oui, parce que dans la plupart des formations sanitaires, nous disposons des bandelettes urinaires pour pouvoir détecter la présence d'albumine, qui est une anomalie qui peut faire suspecter une maladie rénale. Et dans tous les CMA, nous disposons de laboratoires où nous pouvons faire la créatinémie. Mais il appartient qu'on puisse vraiment bien renforcer, surtout des agents de santé non spécialistes, à pouvoir détecter précocement justement cette maladie pour éviter qu'elle aille vers la chronicité. Professeur Koulibaly, est-ce qu'il y a un intérêt à dépister précocement une maladie rénale chronique? Toutes les études ont montré que les patients pris en charge précocement ont la chance de voir leur fonction rénale, le déclin être ralenti. Donc la maladie rénale sera ralentie. Voilà, donc puisque l'objectif en ce moment, c'est d'arriver le plus tard possible au stade 5 de la maladie rénale chronique où on va donc mettre en œuvre ce qu'on appelle des traitements de suppléance rénale. Et également, ça c'est sur le plan individuel. Si on prend sur le plan collectif, c'est quand même, on n'en a pas encore parlé, mais c'est les sujets jeunes qui sont surtout atteints, donc concernés dans notre contexte. Donc dans les pays développés, donc la moyenne d'âge des patients qui ont une maladie rénale chronique, surtout quand ça arrive à l'insuffisance rénale chronique, ils ont plus de 60-70 ans. Et nous avons une moyenne d'âge de 44 ans. Et quand on prend les statistiques mondiales qu'on extrapole à notre contexte, et si on prend 10% de la population qui est atteinte, cela fait environ 2 millions de personnes qui ont une maladie rénale chronique potentiellement. Et cela fait environ 200 000 personnes et qui ont une insuffisance rénale chronique. Donc on a intérêt vraiment à dépister tôt, à prendre en charge précocement ces patients comme il faut, et donc pour diminuer le risque et leur permettre d'être productifs le plus longtemps possible. Donc pour l'intérêt de la nation. Docteur Ouedraogo, la maladie rénale chronique est une maladie non transmissible. Est-ce qu'il y a une stratégie nationale
de dépistage de ces maladies? Oui, je dirais qu'il y a une stratégie parce qu'au sein de la direction de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles, nous avons initié depuis 2020 une stratégie qui est d'intégrer la prise en charge des principales maladies non transmissibles. Comme le professeur et docteur Bonzi l'a dit, 50% des maladies rénales chroniques proviennent justement de l'hypertension artérielle et du diabète. Et donc cette stratégie permet de renforcer les compétences des agents de santé non spécialistes, notamment les infirmiers, à pouvoir dépister précocement le diabète et l'hypertension artérielle et les prendre en charge. Donc nous avons travaillé à équiper les formations sanitaires pour pouvoir faire ce dépistage précoce. Il y a aussi l'éducation pour la santé. Beaucoup d'associations, d'ONG essaient de faire, de renforcer les compétences des populations pour qu'ils puissent savoir quelles sont les causes potentielles de l'insuffisance rénale et pouvoir prendre des précautions. Donc je dirais qu'il y a des stratégies, mais il appartient de les intensifier pour que les populations prennent conscience justement des différentes causes et qu'on puisse détecter très tôt ces maladies. Et puis comme M. Kaboré l'a dit, lorsque l'organisme donne des alertes, il faut vraiment aller consulter le plus tôt possible pour prendre écouter son corps. Tout à fait. Monsieur Kaboré, que peut être l'apport de l'ABUDIR dans cette stratégie nationale de dépistage? Le rôle de l'ABUDIR, évidemment, comme c'est une association pour la promotion des droits des malades, c'est d'informer le grand public en priorité. D'informer le grand public pour qu'il sache qu'il y a une maladie qui s'appelle la maladie rénale et qui, au stade chronique, est irréversible. Ça demande un traitement de suppléance et quand on a les moyens, une greffe rénale avec tout ce que ça comporte comme pas de conséquences, mais ce que ça implique en termes de dépenses et en termes de charges financières pour le malade. Mais nous, notre grand plaidoyer, et comme Dr Ouedraogo l'a dit, il y a une stratégie. C'est que systématiquement, dans les campagnes ou les opérations de dépistage de l'hypertension artérielle ou du diabète, qu'on associe au moins des dépistages de la maladie rénale. Parce que la plupart des gens ne savent pas. Ils ont des malaises, ils se disent que c'est lié soit à leur hypertension, soit à leur diabète, alors que c'est autre chose qui peut s'avérer plus grave que ce qu'ils avaient avant. Voilà. Donc c'est vraiment notre cri de cœur, notre plaidoyer principal comme ça. D'accord. Docteur Bonzi, quelles sont les causes les plus fréquentes de la maladie rénale chronique? Dans la littérature, habituellement, les causes les plus fréquentes qui reviennent, c'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète. Et en milieu tropical, il y a la particularité des infections, des maladies infectieuses. Le professeur Koulibaly l'a dit tantôt, des infections telles que l'infection à VIH, les hépatites virales chroniques, le B, le C. Et il y a aussi, surtout en milieu rural, les maladies diarrhéiques, le paludisme et autres, qui peuvent entraîner des insuffisances rénales aiguës, mais avec souvent des insuffisances de prise en charge, souvent inhérentes aux conditions du système de santé en milieu rural. Ces insuffisances rénales aiguës, si elles ne sont pas prises en charge de façon adéquate, vont évoluer vers une insuffisance rénale chronique. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, tout patient qui fait une insuffisance rénale aiguë, même s'il est totalement guéri, court un grand risque de faire plus tard une insuffisance rénale chronique. Donc, ces patients aussi doivent être suivis. En dehors des infections, il y a les cancers, de plus en plus, il en est question aujourd'hui, qui prédisposent aussi à faire l'insuffisance rénale chronique. Et enfin, les maladies auto-immunes systémiques dont parlait le professeur Koulibaly, particulièrement le lupus, et surtout chez la femme, parce que c'est les femmes qui sont les plus atteintes, qui prédisposent également à faire une maladie rénale chronique. Sans être exhaustif, voici un peu les principales causes qu'on peut citer. Mais il faut aussi avoir à l'esprit tout ce qui constitue aujourd'hui ces infections émergentes ou réémergentes qui évoluent sur la base d'épidémies, qui en tout cas entraînent des insuffisances rénales, soit aiguës
avec récupération, mais aussi, on l'a vu dans le cas de la dengue, dans le cas du coronavirus, des patients qui font une insuffisance rénale aiguë, qui évoluent rapidement avec une évolution péjorative définitive et qui basculent en dialyse. Voilà. Et pour terminer, il y a en milieu tropical les grossesses et leurs complications. Il y a beaucoup d'efforts, mais il reste encore beaucoup d'efforts à faire, surtout en milieu rural, lorsque des hémorragies du postpartum ne sont pas prises en charge rapidement, lorsque les patients font des pré-éclampsies et elles accouchent et après elles ne sont pas suivies. On a de plus en plus justement ces femmes, comme l'a dit malheureusement la patiente qui a été interrogée, qui plus tard malheureusement ne récupèrent pas et donc font une insuffisance rénale chronique. Monsieur Kaboré, vous avez parlé de comment la maladie a été découverte. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience de vie depuis cette maladie? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Bon, la première chose que j'ai constaté, c'est la perte de poids. Ça a été pratiquement systématique. Imaginez que j'étais à 93 kilos et que du coup, je me retrouve à 38 kilos. Et c'est de 38 kilos qu'il a fallu remonter. Aujourd'hui, mon poids sec est à 58 kilos. Il y a un an, il était à 68, mais il a baissé encore de 10 kilos. Donc, il y a ça. Cela est normal. Vous avez tout fait pour avoir un certain nombre de poids ou alors c'est la maladie qui l'impose? Bon, je ne sais pas. C'est certainement que les médecins pourront mieux répondre. Mais quand vous donne le poids sec, vous savez que quand vous venez pour la séance de dialyse, vous ne devez pas dépasser 4 litres ou 4 kilos. Voilà. Donc, on tient compte de ça pour la consommation d'eau. Et ça, c'est souvent un casse-tête pour les malades, surtout en période de forte chaleur. Voilà, donc c'est un peu difficile parce que, comme on l'a dit, les reins, ils éliminent. Mais si le surplus d'eau ne s'élimine pas, ça crée des problèmes. On a souvent des œdèmes, il y en a qui font des crises d'OAP, des œdèmes aigus des poumons. Et quand vous les voyez, généralement, ils arrivent sous oxygène, parce que c'est limite qu'on les récupère. Et dans l'alimentation, il faut changer. Parce que, par exemple, il y a la banane, le chocolat, les avocats, la pastèque, il faut faire attention à tout ça. Et quand on mange, et même, en fait, tout le mode de vie change. Tout le mode de vie change et il faut pouvoir s'adapter. Et c'est une maladie, j'aime le dire à beaucoup de malades, qui ne tolèrent pas la moindre indiscipline. Il faut rester discipliné à 100% et tous les jours. Le moindre écart de comportement, si vous avez la chance, vous partez en hospitalisation, et si vous avez moins de chance, on vous perd. Voilà. Donc c'est un peu ça, cette maladie. Ces maladies sont-elles accessibles à un dépistage précoce? Quels sont les moyens de dépistage dont nous disposons, Dr Bonzi? On était revenu sur les moyens de dépistage de la maladie rénale chronique. Je comprends que c'est peut-être les moyens de dépistage des maladies qui causent la maladie rénale chronique. Ces moyens sont variés. Pour dépister une hypertension artérielle, il faut disposer d'un bon tensiomètre et avoir un agent qui sait prendre correctement la tension ou que la personne elle-même soit formée à prendre correctement sa pression artérielle. Pour le diabète, il faut faire une glycémie. Pour les maladies auto-immunes, c'est beaucoup plus compliqué. Les moyens sont un peu limités. Ici, actuellement, pour les examens immunologiques, il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui le font. Pour les infections virales, les sérologies, oui, on arrive à le faire. La PCR, puisque là, il faut faire... Si la personne a une sérologie positive pour l'hépatite B ou pour l'hépatite C, il faut procéder à la recherche de l'ADN ou de l'ARN du virus. C'est encore disponible à Ouagadougou, à Bobo, je crois, mais je pense que c'est peut-être le coût qui n'est pas à la portée du burkinabé moyen. Quoique ces coûts aussi, année après année, de ma petite expérience, je pense que les coûts diminuent.
Voilà. Et pour les autres maladies cardiovasculaires, les maladies coronariennes et autres, le plateau technique n'est pas encore totalement à la disposition de tout le monde. Donc, il y a en tout cas pour ces maladies, les moyens de dépistage sont variés. Une chose est de dépister, l'autre chose est effectivement la prise en charge conséquente de ces malades. Et je pense que nous allons y arriver. Merci. Donc, professeur Koulibaly, on ne cessera pas de revenir sur l'intérêt du dépistage précoce de ces causes. Les moyens de dépistage sont là et accessibles. Vous avez parlé de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, mais pas dans d'autres centres. Est-ce que c'est dans tous les centres de santé du Burkina, professeur? Alors, dans tous les centres de santé, je dirais non. Moi, je travaille à l'hôpital CHU Yargadou et Drago. C'est la même chose également dans les autres CHU. On n'a pas forcément tout. Et quand je prends le cas de la ponction biopsie rénale dont le docteur Bonzi avait parlé, donc qui permet de savoir quelle est la lésion même au niveau du rein et qui permet donc d'être orienté donc, sur la nature de la maladie rénale, soit sur sa cause ou en tout cas quelle est la partie qui est atteinte. Nous ne pouvons pas encore le faire de façon routinière dans notre pays. Je dis bien dans le pays, pas au niveau donc de l'hôpital, parce que ça demande un minimum donc d'équipement que bien sûr on est en train d'acquérir, j'espère pour bientôt, et il faut également des ressources humaines pour pouvoir donc nous permettre d'avoir des diagnostics très sûrs, et cela va nécessiter donc qu'il y ait et donc un certain partenariat donc avant qu'on puisse avoir cette autonomie. Maintenant le reste donc c'est dispersé dans le pays. Vous allez voir donc, si je prends le cas du centre Muraz, en matière de virologie, ils ont quand même un plateau technique qui est très bien. Voilà, mais ils ne font pas forcément tout. Voilà, donc les moyens sont disponibles dans la mesure du possible et nous, ça nous réjouit que, bon, à chaque année, avec les demandes des praticiens, donc le plateau technique donc, est en train de s'améliorer au fur et à mesure, ce qui permettra de dépister précocement donc, les maladies même qui sont cause de maladies rénales. Et quand on dépiste précocement une maladie qui crée une maladie rénale, ben, déjà, en la traitant efficacement, on peut empêcher qu'il y ait une maladie rénale. Voilà. Et si la maladie rénale existe déjà, et le dépistage de cette cause et donc, peut permettre donc, de ralentir la progression donc, de la maladie rénale chronique induite. Découvrons à présent les questions des téléspectateurs. C'est avec Viviane Tiendrebego. Merci Maïmouna Dao. C'est un sujet qui intéresse les téléspectateurs qui nous ont posé beaucoup de questions. Monsieur Abdul Rahim Sawadgo nous suit à Yagma. Il a 2 questions. Quelles peuvent être les principales causes de l'insuffisance rénale et comment faire pour éviter cette insuffisance rénale-là? Monsieur Hassan Samandoulgou est professeur de mathématiques au lycée Rialé de Tenkodogo. Il aimerait savoir si la cause principale des problèmes de rein est la mauvaise alimentation et le manque d'activité physique. Dans le cas où la mauvaise alimentation en serait la cause, comment les téléspectateurs doivent-ils s'organiser pour une meilleure alimentation afin d'éviter cette maladie? Monsieur Nomkouni Assami souffre de calculs rénaux qui font qu'il n'arrive pas, selon lui, à bien uriner. Actuellement, il sent que ses pieds chauffent et très souvent, il a des maux de ventre hyper douloureux. Son inquiétude, est-ce que les bouffées de chaleur qu'il ressent au niveau de ses pieds en ce moment, est-ce que ces bouffées de chaleur-là sont dues à la présence des calculs rénaux dans son organisme? Madame Nikiema nous suit à Boussé, elle expose son problème. Son enfant a eu un syndrome néphrotique à l'âge de 2 ans pour lequel ils ont consulté. L'enfant a été mis sous traitement, un traitement qui a duré plus de 4 ans. Et à un moment, l'enfant était devenu corticodépendant, ce qui fait que l'on a arrêté les traitements. Fort heureusement, après contrôle, les médecins
ont déclaré que le problème est résolu. C'était déjà il y a 3 ans. Tout va bien actuellement, mais la mère s'inquiète. Est-ce qu'il y a des risques de rechute de son enfant? Est-ce qu'il y a une hygiène de vie particulière que l'enfant doit observer? Qu'est-ce que les parents doivent faire pour l'aider? Et quelle est la conduite des parents? Elle précise que l'enfant ne présente plus de signes, il n'y a plus d'œdème. Pour Santé Mag de ce 13 mars 2025, M. Souleymane Kaboré a plusieurs questions. Quels examens médicaux doit-on faire pour s'assurer du bon fonctionnement de ses reins? Quelle quantité d'eau en termes de litres doit-on boire par jour pour préserver ses reins, surtout dans nos pays où il fait très chaud? Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Jus de fruits, boissons alcoolisées, eau ou tisane? Et comment est-ce qu'on doit répartir cette quantité d'eau dans la journée, surtout également en cette période de jeûne musulman? Il constate qu'il boit beaucoup d'eau, mais qu'il n'urine pas suffisamment. Et il dit un débit urinaire très faible. Est-ce qu'il doit s'en inquiéter? Et l'autre question, quel lien existe-t-il entre les maladies du rein et la prostate? À quand la première greffe de rein au Burkina Faso? Est-ce qu'il y a des hôpitaux où les patients peuvent avoir une hémodialyse dans notre pays? Et une autre question, enfin, à partir de quelle valeur de créatinine on doit s'inquiéter? Est-ce qu'on peut faire un examen pour en mesurer le taux à tout moment de la journée sans être à jeun? Un jeune coiffeur résident à Bobo-Dioulasso explique qu'il ressent chaque matin au réveil ce qu'il appelle des maux de rein. Sa question, est-ce que cela est dû à son travail? Quelle solution vous pouvez lui proposer à lui et à tous ceux qui restent longtemps debout pour ne pas avoir des problèmes de rein? Madame Nyamego Marie est à Koudrou. Elle se demande quel pourrait être l'impact d'un kyste rénal sur le fonctionnement du rein en question, le rein qui est atteint. Est-ce que cela peut engendrer à la longue une insuffisance rénale? C'est tout pour les questions des téléspectateurs de ce jour. Retour sur ce plateau avec les questions des téléspectateurs. On commence avec celle de M. Abdoulharim Sawadogo, il est à Yagma. Il veut qu'on revienne sur les principales causes de l'insuffisance rénale et comment faire pour l'éviter. Docteur Bonzi. Merci. Comme on l'avait dit, les principales causes, c'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète. Dans notre contexte, il y a les maladies infectieuses, telles que les infections virales, telles que les hépatites virales B et C, l'infection par le VIH. On a les maladies auto-immunes, particulièrement le lupus, surtout chez la femme, mais souvent chez l'homme, mais il est plus fréquent plutôt chez la femme. On a les maladies cardiovasculaires, on a la goutte. Une autre maladie dont on n'est pas revenu là-dessus, c'est la drépanocytose et même les autres hémoglobinopathies. Qu'on ait un syndrome drépanocytaire majeur ou qu'on ait un trait drépanocytaire, on est prédisposé à faire une maladie rénale chronique. Alors, si on a déjà fait une insuffisance rénale aiguë, on est à risque de faire une maladie rénale chronique. D'accord. Donc, comment faire pour l'éviter? C'est la deuxième question. Alors, l'éviction, c'est le dépistage d'abord, pour savoir si on a des reins normaux. Là, et qu'on a d'autres maladies, pour être pris en charge correctement et éviter la survenue, en tout cas, d'une maladie rénale chronique à un âge très jeune, parce que c'est aussi une maladie du vieillissement. Donc, on ne peut jamais se mettre absolument à l'abri de la maladie rénale chronique, parce que plus on prend de l'âge, à un moment donné, les reins physiologiquement vont se mettre à décliner. Mais il faut aussi avoir une hygiène de vie. Une hygiène de vie. Parlant d'hygiène de vie, cette question de M. Samandoulgou qui aimerait savoir le rôle que joue l'alimentation. Parce qu'il aimerait savoir si la cause principale des problèmes de reins est la mauvaise alimentation et le manque d'activité physique. Dans le cas où la mauvaise alimentation en serait la cause, il demande comment s'organiser, comment organiser l'alimentation afin d'éviter les maladies rénales. La mauvaise alimentation, absolument, elle est la cause de pas mal de problèmes, surtout pour les maladies non transmissibles.
commencer par l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, qui elle-même est une cause de maladie rénale chronique aussi. Donc il faut avoir une alimentation saine, pas trop salée, pas trop sucrée, pas trop gras. Je ne vais pas marcher sur les plates-bandes des diététiciens, mais éviter aussi les excès inutiles, s'hydrater suffisamment, avoir une activité physique régulière, parce que la sédentarité aussi est la cause de toutes ces maladies non transmissibles dont on a parlé tantôt. Monsieur Nonkouni Assame souffre de calculs rénaux qui font qu'il n'arrive pas à bien uriner. Professeur, actuellement il dit qu'il sent ses pieds qui chauffent. Très souvent il a des maux de ventre très douloureux. Son inquiétude, est-ce que la chaleur qu'il ressent au niveau de ses pieds est due à la présence des calculs rénaux dans son organisme? Alors, a priori, moi, je ne vois pas de lien entre ces pieds qui chauffent et puis la présence de calculs dans les voies urinaires. Alors, quand je l'écoute, je pense peut-être à un problème soit de nerfs, ça peut être également donc un problème de diabète. Donc, le diabète arrivé à un certain stade, il y a certaines complications où, bon, on se retrouve avec les pieds qui chauffent et tout. Voilà, donc je lui recommande d'aller quand même faire ses examens, voir s'il n'y a pas un diabète et également consulter un médecin et qui va pouvoir faire la part des choses. En l'examinant, il pourra le situer. Maintenant, le calcul, ce qu'on peut observer, c'est que le calcul, si il se retrouve dans la vessie et que bon, il va boucher donc le seul orifice par lequel donc les urines sont évacuées, au niveau de l'urètre, ben, ça va boucher tout en même temps et donc il peut y avoir un retentissement sur ce qu'on appelle le haut appareil urinaire. Donc les reins peuvent souffrir de ça. Maintenant, si le calcul se trouve d'un seul côté, puisqu'on a deux reins et puis deux voies qui se retrouvent au niveau de la vessie, si le calcul se trouve d'un seul côté, bon, il aura des douleurs qu'il a signalées, surtout quand le calcul est en migration. Donc il peut y avoir une douleur vraiment très très importante, ce qu'on appelle la colique néphrétique. Voilà, c'est une douleur dont on se souvient. Voilà. Mais d'un seul côté, il y a un retentissement sur le rein qui est concerné, mais de l'autre côté, non. Et ce rein qui n'a pas où on n'a pas de calcul, il va fonctionner pour les deux. Madame Nikema a poussé, son enfant a eu un syndrome néphrotique à l'âge de 2 ans. Après le traitement, tout est fort heureusement entré dans l'ordre. C'était il y a déjà 3 ans. Son inquiétude, est-ce qu'il y a des risques de rechute? Quelle hygiène de vie particulièrement pour cet enfant? Alors, il faut savoir que le syndrome néphrotique, chez l'enfant, il est quand même assez fréquent. Et c'est une maladie qui peut être éprouvante. Voilà, éprouvante parce que la première ligne de traitement qui est constituée par les corticoïdes peut ne pas être efficace d'emblée du premier coup, parce que le traitement dure au moins 12 semaines. Donc, et s'il y a eu ce qu'elle appelle une corticodépendance, on est allé pour un long cycle de traitement avec des arrêts, des reprises, des diminutions, et cela peut durer très longtemps. Et on peut dans la plupart des cas aboutir à une guérison du patient. Maintenant, il y a une possibilité de rechute. Voilà. Et donc les rechutes peuvent survenir et ensuite ça peut s'espacer au fur et à mesure qu'on approche de l'âge adulte. Voilà. Mais il y a des moments également où il n'y a pas, une fois c'est fini, il n'y a plus de rechute. Voilà. Maintenant, quelles sont les précautions à prendre? C'est les précautions qu'on peut conseiller à toute personne qui a eu, chez qui on a eu administré des médicaments tels que les immunosuppresseurs, qui exposent à certaines maladies métaboliques telles que le diabète, ce qu'on appelle le diabète cortico-induit. Voilà, donc il faut faire attention au sucre chez ce patient. Et il faut les règles de vie, d'hygiène que le docteur Bonzi a évoqué tout à l'heure, ne pas manger trop gras, ni trop sucré, ni trop de protéines non plus. Et donc, il faut boire suffisamment. Voilà. Donc, c'est des patients qui ont un risque, peut-être plus tard, d'avoir une maladie rénale chronique. Bon, parlons de boire suffisamment d'eau. Pour commencer, la question de M. Suleiman Kaboré, il en a plusieurs. Quels examens médicaux doit-on faire pour s'assurer du bon fonctionnement de ces reins? Docteur Bonzi. Alors, les examens médicaux qu'il faut faire, c'est dans un premier temps de rechercher les marqueurs d'atteinte rénale.
rechercher la présence d'albumine dans les urines, d'hématies ou de globules rouges, faire la créatininémie et estimer le débit de filtration glomérulaire. Et s'il y a des soucis, bon, l'estimation là, il aura besoin d'un agent de santé, mais je crois que les choses ont beaucoup évolué. Les laboratoires donnent aujourd'hui les résultats avec l'estimation du débit de filtration glomérulaire et les présenter à un agent de santé pour qu'on l'oriente. S'il y a des soucis, il sera adressé à un néphrologue pour des investigations beaucoup plus poussées. Quelle quantité d'eau doit-on boire par jour pour préserver ses reins et la répartition? Combien de litres d'eau? Je dirais tant qu'on est en bonne santé et tant qu'on a soif, il faut boire, surtout dans un pays tropical et par ces temps qui courent. Et justement sur cette question de boisson, il est mieux de boire de l'eau que de boire de l'alcool, puisqu'il a posé la question sur l'alcool. Parce que ceux qui boivent l'alcool savent qu'à partir d'une certaine quantité, on va uriner fréquemment. Et là, en réalité, on perd de l'eau. Donc l'alcool contribue à la déshydratation. Et par ces temps de canicule, il faut vraiment s'hydrater suffisamment. Et je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs pour les populations des deux extrêmes, c'est-à-dire les personnes âgées et les tout-petits. Les personnes âgées, en raison de la sénescence, perdent souvent la sensation de soif. Et il faut les encourager à boire, même quand ils n'ont pas soif, parce que avec la canicule, ils vont se déshydrater et tout. Les plus petits, s'ils n'ont pas accès à l'eau, ils ne boiront pas. Et bon, ça peut, dans le pire des cas, on peut avoir des accidents d'exposition à des produits liquides, mais tout ça peut aussi conduire à des déshydratations, puis à une insuffisance rénale. Alors s'il n'a pas de conseils médicaux autres par rapport à l'eau, on boit à sa soif. La soif, ok. Il dit qu'il boit beaucoup, mais il n'urine pas suffisamment. Est-ce que le débit urinaire est faible? Il boit beaucoup et en contrepartie, il n'urine pas beaucoup. Est-ce qu'il doit s'inquiéter, docteur Bonzi? Déjà, dans un premier temps, il faudrait qu'on quantifie ses entrées et ses sorties. Il urine à peu près combien comme quantité d'urine et quelle quantité d'eau il boit. Apparemment, ce qu'il boit, ce qu'il urine, ce qu'il boit est supérieur à ce qu'il urine. Alors, sauf peut-être qu'il ne boit pas régulièrement et il attend d'avoir extrêmement soif et en fait, il se trouve dans une situation de déshydratation et il boit. Bon, il faut compenser ce qui est déjà perdu. S'il est quelqu'un qui transpire beaucoup, c'est qu'il a des pertes sensibles qui ne sont pas des pertes par les urines, donc ça peut diminuer la quantité d'urine qu'il a, mais moi je lui conseille dans un premier temps d'évaluer la quantité d'eau qu'il boit et la quantité d'urine qu'il émet sur les 24 heures, et si vraiment il y a un gap très important, c'est mieux de consulter pour qu'on l'interroge davantage et qu'on sache ce qu'il y a comme souci. Professeur Koulibaly, quel lien existe-t-il entre le rein et la prostate? Le lien entre le rein et la prostate elle est bas située, juste en dessous de la vessie. Et quand elle grossit, donc elle finit par obstruer donc, le passage des urines entre la vessie se vide par l'urètre. Donc ça ferme le passage des urines vers l'extérieur. Et donc les urines ne vont plus être évacuées correctement et ça va entraîner une augmentation des pressions et parfois même donc un reflux et qu'on retrouve au niveau des reins. Donc les reins se gonflent donc, parce que l'urine ne circule plus. Et en se gonflant, donc ils vont finir par souffrir. Et quand on réalise ce qu'on appelle l'échographie des reins, de l'arbre urinaire, donc on va voir les différentes cavités au niveau du rein qui sont très très gonflées et cela va comprimer le parenchyme rénal qui est à côté et l'empêcher de fonctionner normalement et on va se retrouver avec une insuffisance rénale qui est aiguë dans un premier temps et si rien n'est fait donc dans l'immédiat, ça deviendra chronique, donc irréversible. À quand la première greffe de rein au Burkina Faso? Je pense que la première greffe sera pour 2025 parce que le ministre de la Santé tient vraiment à cette première greffe et je pense que le professeur Koulibaly et l'ensemble des équipes
la Direction générale de l'offre de soins, on travaillait vraiment à ce que pour l'année 2025, il y ait la première greffe. Il faut dire que le processus a commencé il y a quand même un bon moment parce que depuis décembre 2020, on a voté à l'Assemblée législative la loi 038 relative aux dons, à la transplantation des organes, des tissus, cellules au Burkina Faso. En août 2023, on a pu, mettre en place les décrets d'application. On a pu même mettre en place un comité d'éthique lié à la transplantation. Et cette année, nous avons pu mettre en place un programme de transplantation. C'est vrai que le programme est en train de se mettre en place, mais c'est un bon début. Et je pense que très bientôt, pour l'année 2025, le premier couple va pouvoir faire la première transplantation rénale à l'hôpital Tengango. Et je pense qu'ils sont dans les derniers réglages et ça sera une réalité. Et avec l'appui des différents professeurs des sociétés savantes. Question de M. Souleymane Kaboré. Quels sont les hôpitaux où les patients peuvent avoir une hémodialyse dans notre pays? On a actuellement 6 hôpitaux. On a l'hôpital Yalgado Ouedraogo qui a été la première structure depuis 2003, qui a eu le premier centre d'hémodialyse. Il y a celle de Tengango, Bogodogo, Sourousanou et depuis peu, on a Ouaiguia et Tenkodogo. Mais le ministère de la Santé est en train de travailler à ouvrir plusieurs autres centres d'hémodialyse de telle sorte que chacune des régions puisse en avoir. Et je pense qu'on a déjà 2 centres qui sont presque achevés. Et on a d'autres projets qui vont travailler à mettre d'autres centres d'hémodialyse, notamment à Gawa, à Banfora, à Didougou et à Dori. D'accord. Docteur Bonzi, à partir de quelle valeur de la créatinémie doit-on s'inquiéter? Est-ce qu'on peut faire un examen pour en mesurer le taux à tout moment de la journée sans être à jeun? Idéalement, il faut faire la créatinémie le matin à jeun. Mais en fonction des situations qui se présentent, on peut être amené à demander la créatinémie à une personne à n'importe quel moment de la journée. Alors, quant à la valeur, ce qui nous intéresse, nous, néphrologues, c'est de disposer de la créatinémie et d'estimer le débit de filtration glomérulaire du patient. C'est surtout son débit de filtration glomérulaire qui est important pour nous. Lorsque ce débit de filtration glomérulaire est supérieur à 90 et qu'il n'y a aucun marqueur d'atteinte rénale, ok, c'est bon. Lorsque la personne connaît sa créatinémie et qu'elle se rend compte qu'au décours d'une situation de maladie quelconque, que cette créatinémie se trouve être augmentée de 26,5 micromoles par litre ou être multipliée par un facteur 1,5, là, la personne est en train de faire une insuffisance rénale aiguë et il faudrait effectivement chercher à voir un médecin pour une meilleure prise en charge. Donc, la créatinémie, c'est la base qui nous permet d'estimer le débit de filtration glomérulaire et c'est quelque chose de dynamique. En fonction des laboratoires, la valeur maximale n'excède pas 120. Mais ce n'est pas la valeur brute qui est importante pour nous, c'est surtout l'estimation du débit de filtration glomérulaire. Professeur, il y a un jeune coiffeur qui réside à Bobo, il ressent chaque matin au réveil ce qu'il appelle des maux de rein. Je me dis, ça doit être peut-être au niveau du bas de dos. Sa question, est-ce que cela est dû à son travail? Quelle solution pour y remédier? Apparemment, la personne s'arrête pendant très longtemps. Il faut savoir que le docteur Bonzi l'a dit, les maux de rein, le vrai rein, en général c'est indolore, donc il n'y a pas de douleur. Sauf quand il y a des infections vraiment très sévères donc, au niveau des reins ou bien quand il y a des calculs au niveau des reins, donc on a pas mal. Voilà, donc c'est ça qui fait que bon, tout ça, on découvre ça tardivement, quoi. Donc je pense que c'est sa profession plutôt qui l'expose à cette douleur qu'il ressent. Donc qui peut être d'origine musculaire, vertébrale. Donc si il approche un agent de santé, un médecin, donc ils vont l'examiner, voir si au niveau de la colonne vertébrale il n'y a pas de problème.
Ils demanderont très probablement des radios et tout, et ils vont lui proposer un traitement approprié, quoi. Madame Yamero Maria Koulougou se demande quel pourrait être l'impact d'un kyste rénal sur le fonctionnement du rein en question. Donc, si le rein est unilatéral, donc c'est-à-dire d'un seul côté, et un seul rein qui est concerné, quand il a des petits volumes, donc il n'y a pas une grosse incidence sur les tissus adjacents. Donc il n'y a pas de problème, on ne peut pas observer une insuffisance rénale. Surtout quand c'est unilatéral, s'il est volumineux, ça devient chirurgical. Donc il faut aller voir si c'est un kyste qui reste toujours banal ou bien si c'est un kyste qui ressemble à un cancer. Et il faut savoir que même quand le kyste est banal, il peut se compliquer. On peut avoir un saignement à l'intérieur, il peut se tordre. Donc, il peut également s'infecter. Voilà, donc en ce moment, il devient un problème. Sinon, habituellement, ce qu'on fait, on observe. Maintenant, il y a des maladies qui sont caractérisées par des kystes, mais de nombreux kystes au niveau des deux reins. Et ça, c'est des maladies qui sont héréditaires. Et ça s'appelle la polykystose rénale. Il y a deux formes. Et donc, quand il s'agit de cela, alors ça conduit inévitablement vers l'insuffisance rénale. Et c'est le cas de figure où, justement, on fait le dépistage dans la famille. C'est-à-dire quand on a des cas pareils, et tout de suite, le médecin, il demande tous les ascendants, les collatéraux, les descendants, à ce qu'on puisse faire un dépistage. Parce que quand on dépiste cette maladie et qu'on suit le patient avec les conseils qu'on va donner, tout cela va contribuer à ralentir la progression de cette maladie. Et il y a des médicaments qui permettent même de contrôler le volume des kystes. Voilà, donc en leur prescrivant ces médicaments, on réduit vraiment les risques d'avoir une maladie rénale sévère à un moment donné. C'était la dernière question des téléspectateurs. Nous revenons sur ce plateau avec le Dr Bonzi. Comment prévenir la maladie rénale chronique? Nous allons parler de la prévention primaire. Alors, la prévention primaire, c'est déjà de dépister toutes les personnes à risque. Et lorsque elles n'ont pas de maladie rénale avérée, c'est de mettre en place une stratégie qui va prévenir ou retarder au maximum la survenue de cette maladie rénale chronique. Et cette stratégie va des mesures hygiéno-diététiques, éviter la déshydratation, avoir une alimentation saine et équilibrée, éviter l'automédication, parce que certains médicaments non pris librement peuvent favoriser la survenue d'insuffisance rénale. C'est notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les analgésiques et certains médicaments de la radiopharmacie, notamment les produits de contraste iodé. Lorsque le malade n'est pas adéquatement préparé, cela peut conduire à une altération de la fonction rénale et faire le lit de la maladie rénale chronique. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la gestion correcte de la maladie de base. S'il est hypertendu, il faut qu'il ait accès à des antihypertenseurs à dose suffisante qui permettent d'avoir un bon contrôle de son hypertension artérielle. S'il est diabétique, il faut qu'il ait accès à un traitement qui permet naturellement d'équilibrer sa glycémie, et cela de façon permanente. Souvent, certaines personnes atteintes de maladies chroniques deviennent réticentes parce qu'elles estiment que trop de médicaments risquent d'aggraver ou de leur créer un problème rénal, mais non. Si les médicaments sont correctement prescrits, et c'est ce qu'il faut, si vous êtes hypertendu et qu'on a besoin de 3 antihypertenseurs pour bien contrôler votre hypertension artérielle, il faut prendre les 3 antihypertenseurs. Si vous avez un diabète et qu'on a besoin d'un diabète de type 2 naturellement et qu'on a besoin de passer des médicaments qu'on prend par voie orale à l'insuline en plus, il faut accepter d'y aller parce que c'est à cette seule condition qu'on pourrait retarder ou éviter, en tout cas durant le cycle de vie de la personne, la survenue d'une insuffisance rénale chronique. Bon, oui, si on n'y arrive pas à éviter l'insuffisance rénale chronique, qu'on retarde la survenue au maximum, puisqu'on n'est pas éternel. Tout à fait. Voilà. Pour la prévention tertiaire, professeur Koulibaly.
La prévention tertiaire, là, il y a donc une autre étape, donc la progression même de la maladie rénale chronique, et dans le cadre de la prévention secondaire, qu'il faut ralentir par des mesures de néphroprotection, des mesures qui permettent de protéger le rein. Ça passe par des mesures hygiéno-diététiques, l'éviction donc de médicaments qui peuvent être nuisibles, nocifs pour le rein, tels que les anti-inflammatoires. Et je donne toujours l'exemple du diclofénac. Le diclo, comme les gens le disent, voilà, ils vont en pharmacie et puis en officine. Et bon, ce qui est dommage, ils les ont sans ordonnance. Voilà, donc il y a de l'automédication, il y a les médicaments de la rue donc, qui sont là. Alors quand on en arrive maintenant au stade terminal, donc, où intervient donc cette prévention tertiaire, au stade terminal, on l'avait dit tantôt, et c'est un stade qui est incompatible avec la vie. Donc il faut, en ce moment, le rein est quasiment inexistant sur le plan fonctionnel. Donc il faut le suppléer. Et donc c'est pour cette raison qu'on parle de traitement de suppléance rénale. Il y a deux modalités. Il y a la transplantation rénale et au passage, je salue vraiment l'engagement du ministère, de nos autorités pour ce qui concerne la transplantation. Ils sont vraiment très engagés et nous, ça nous réjouit. Donc ça nous permet donc de pouvoir avoir accès donc, dans les délais que je trouve... Donc, au moment venu, donc, c'est cette transplantation rénale. Et il y a également donc, l'hémodialyse qui est disponible. On n'a pas encore la dialyse péritonéale. Et il y a une extension donc, de ces moyens de traitement et un peu partout dans le pays. Il faut bien sûr que les ressources humaines aillent avec tout ça. Il y a d'autres éléments à prendre en compte, le laboratoire et tout. Donc, le stade terminal et de la prévention tertiaire va consister à ce que ces traitements, en plus donc de toutes les mesures que le docteur Bonzi a évoquées, que ces traitements se fassent dans les bonnes conditions, des conditions adéquates. Je prends un exemple, l'hémodialyse. Et les standards internationaux veulent qu'on ait 3 séances de dialyse de 4 heures par semaine, en général. Et en plus de ça, il y a des médicaments qui vont avec, tels que l'érythropoïétine pour que le patient ne soit pas anémié. Et vous savez que quand le rein dysfonctionne, on a un déficit en calcium. Donc tout ça, tous ces médicaments, et le calcium, c'est les os. Et donc c'est les médicaments et qui ne doivent pas manquer et qu'on doit pouvoir prescrire aux patients. Et après avoir réalisé des examens complémentaires, périodiquement, au moins une fois par mois pour certains, tous les trimestres, tous les semestres pour d'autres. Et dans certains pays, on va jusqu'à toutes les 2 semaines. Quand on arrive à réaliser tout ça, on met le patient donc dans un environnement où lui-même, sa qualité de vie sera très bonne. Voilà. Et il pourra avoir une bonne réinsertion socio-professionnelle. Ça, c'est du côté de la dialyse. Et du côté de la transplantation rénale, il faut que le patient donc, ait les médicaments qu'il faut et pour garder le plus longtemps possible son greffon, parce qu'après l'intervention, il y a un traitement donc médicamenteux anti-rejet que le patient doit utiliser tout le temps qu'il aura le greffon dans son ventre. Et tout cela, c'est accompagné par des examens complémentaires. Donc c'est pour vous dire qu'à ce stade, la prévention tertiaire là, est très coûteuse. Elle est très coûteuse et la population n'a pas les moyens. Et c'est vraiment un stade où il faudra que, donc, au niveau avec les autorités, qu'on voit comment faire pour financer tout cela et pour que le patient qui arrive à ce stade et qui a ce traitement dans de bonnes conditions, donc, puisse vraiment être cette personne qu'on réinsère donc, socialement et professionnellement pour qu'il produise. Voilà. Monsieur Kabori, quel rôle la Boudir peut jouer pour la prévention de la maladie rénale chronique? En tant qu'association, c'est vraiment de s'associer aux autorités et aux initiatives que ces autorités-là prennent, notamment dans les campagnes de dépistage et autres. Et nous aussi, on saisit généralement la journée mondiale du rein, voilà, pour parler un peu de la maladie chronique. Voilà. Et donc, c'est notre rôle comme ça d'accompagner. C'est une association, on fait la promotion
des droits de ces malades et on parle de la maladie à la population d'une manière générale. Docteur Ouédraogo, quelles sont les principales mesures prises par le ministère de la Santé pour lutter contre la maladie rénale? Je dirais qu'il y a quand même beaucoup de mesures qui ont été prises. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mesures qui sont plus prises dans la prévention tertiaire, notamment la prise en charge par la dialyse rénale et tout ce qui est fait en tout cas pour décentraliser les structures de dialyse dans les différentes régions. Il y a aussi depuis peu des mesures assez drastiques qui ont été mises en place pour réduire le coût de certains examens, notamment les scanners, les IRM. Donc on facilite un peu l'accès à un certain nombre d'examens. Il y a aussi la transplantation rénale que nous pensons qu'il va se réaliser en 2025. Et il y a aussi tout ce qui est fait en termes de renforcement de compétences des agents de santé pour un dépistage précoce des différentes causes d'insuffisance rénale. Il y a aussi... Autour de quelle stratégie? C'est essentiellement autour de la stratégie de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles qui est la stratégie WUPEN. Mais aussi il y a tout ce qui est fait par les ONG et associations, la société civile, autour de certaines campagnes de dépistage pour accompagner les populations à avoir accès à un dépistage précoce. D'accord. Monsieur Kabouré, dites-nous quels sont les défis à relever dans la prise en charge par rapport à votre association, dans la prise en charge des maladies rénales chroniques? Notre première doléance, et on va y travailler, c'est vraiment de réduire au grand maximum les listes d'attente, les files actives. Quand on regarde ces chiffres-là, on a souvent le tournis. Parce que ils sont assez élevés en fonction des différents hôpitaux. Je crois que les médecins qui sont là pourront donner des précisions, mais on voit déjà qu'il y a beaucoup de malades en attente. Beaucoup de malades en attente. Et justement, dans le traitement de la maladie, les gens voient l'hémodialyse comme une panacée. Mais pour le malade, ce n'est pas forcément évident. Il y a le coût même déjà de transport pour se déplacer, pour se rendre au centre d'hémodialyse. Il y a les examens réguliers dont le professeur a parlé. Il faut pouvoir les faire régulièrement, à bonne date. Voilà. Et les malades n'ont pas toujours les moyens pour le faire. On a même des malades, et je crois qu'il y a des reporters qui sont déjà passés dessus, on a des malades qui dorment dans les hôpitaux. Donc ça dénote l'état dans lequel certains malades se retrouvent du fait de cette maladie. Du fait de cette maladie qui a un coût honnêtement très élevé pour le Burkinabé moyen. Voilà. Si le gouvernement, les autorités peuvent vraiment nous aider à alléger les coûts liés à cette maladie-là, ça va soulager énormément les malades. Ça va vraiment les soulager parce que ils auront sauvé beaucoup de vies. Voilà. Nous sommes à la fin de cette émission. Professeur Koulibaly, quel message vous avez à l'endroit des populations? Alors, je voudrais dans un premier temps vous remercier vraiment de nous avoir donné cette opportunité de nous retrouver avec le représentant du ministère de la Santé, la personne, Madame la directrice du contrôle, la prévention du contrôle des maladies non transmissibles, avec mon confrère Bonzi, docteur Bonzi, et avec voilà, M. Kabouré, donc qui représente l'association burkinabé des dialysés insuffisants rénaux. Alors il faut savoir que la journée mondiale du rein, cette année, elle a la 20e édition. Et c'est vraiment une occasion où on fédère les forces. Vous avez les politiques, vous avez les associations, vous avez les professionnels avec leurs sociétés savantes et donc et les associations des malades qui s'unissent pour organiser, faire du bruit. Si je peux m'exprimer ainsi,
pour qu'on parle de la maladie rénale qui est un problème de santé publique. Et donc cette année, c'est beaucoup plus axé sur la prévention, et on a toujours dit mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, donc pour cette raison, j'invite vraiment la population à aller dans le sens de la prévention. Et ça passe déjà par la prévention des maladies causales, et les plus fréquentes, c'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète. Et la prévention passe par le contrôle aussi, donc en dehors de l'hérédité, donc pour lequel on ne peut rien. Et vous avez donc l'alimentation. Et donc il faut que la population soit regardante donc, sur son alimentation et sur la pratique donc l'activité physique régulière, et qui vont permettre donc de diminuer la prévalence des maladies liées donc à l'alimentation ou à autre chose, ces maladies métaboliques. Et ça va déjà permettre de prévenir une bonne partie donc, de la maladie rénale chronique. Il y a maintenant des infections, et on sait que les infections, il y a la prévention. Quand on prend l'infection à VIH, la prévention est là, on sait. Et quand on prend donc les hépatites virales, on le sait, et particulièrement pour l'hépatite B, pour lequel encore je salue donc les efforts du ministère pour l'introduction de la vaccination contre l'hépatite B chez l'enfant. J'imagine que dans quelques dizaines d'années, donc la prévalence donc, de l'hépatite virale B va diminuer, et donc la part donc, attribuée à cette hépatite virale pour la maladie rénale chronique va également diminuer. Donc voilà donc, ces mesures de prévention pour lesquelles je voudrais vraiment inviter la population à aller dans ce sens pour qu'on puisse ensemble lutter et donc contre cette maladie rénale chronique qui fait vraiment donc des ravages. Et encore merci de nous avoir donné cette opportunité donc de parler de la maladie rénale. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. Générale des assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit.